vous le voulez bien, nous allons commencer. Je vous remercie d'être là. Le quorum est atteint. Je vais procéder à l'appel. Madame Angulo. Jean-Gilbert Rapsal. Jean-Claude Bernard a donné procuration à Meunier. Eliane Béron. Linda Radu, que j'ai oublié. Christian Boyer. Dominique Cavaillard a donné procuration à Henri Penaud. Didier Casimajou. Lionel Cholon. Jean-Noël Clameau. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin arrive. François Dora. Jocelyne Doré. Hélène Doro. Bernard Dréau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Paulet. Christine Forestier. Marie Fortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Gillet, je viens de le voir. Michel Latapi. Corinne Dolan a donné le pouvoir à Jocelyne Doré. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez a donné procuration à Didier Casimajou. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Présente. Alain Guérins. Pierre Ribaud. Jean-Patrick Soulet a donné procuration à Maggie Perronin. Bruno Trénit, Aline Baraduc. Et Mathieu Truffard, que j'ai vu tout ça. Merci. Y a-t-il secrétaire de séance? Madame Porta, merci beaucoup. Il y a derrière moi qui doit s'afficher la liste du DIA. Effectivement, oui. Oui. Oui, c'est avec plaisir, monsieur Cholon. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Oui. Et j'avais eu la politesse d'avertir monsieur le DGS que j'allais demander d'intervenir. Alors, puisque c'est pour informer les citoyens, la presse et les citoyens qui sont dans la salle et ceux qui auront la chance qui auront la curiosité de regarder Internet et de voir le compte rendu filmé. Donc c'est pour informer les citoyens sur les conditions dans lesquelles s'exerce le travail des élus qui sont de ce côté de la salle, pas de ce côté, puisque pour vous informer, sachez que nous avons eu la confirmation de la convocation de la réunion de ce soir par courrier lundi, et pour ma part, comme je travaille, lundi soir en rentrant du travail, que les pièces sont arrivées dans la nuit. Moi, la mairie me l'a... donc mardi matin, hier matin à 8h03, voilà, donc c'est demain matin, hier matin à 8h03 que nous avons eu l'ensemble des pièces qui nous permettent de travailler et de prendre des décisions ce soir. Et pour ceux qui étaient là, il y a 2 séances du Conseil communautaire. Monsieur le Président, vous aviez pris des engagements et je vous avais remercié de prendre ces engagements. Je sais qu'en politique, on dit souvent que les engagements n'engagent que ceux qui y croient. Je pensais qu'on était passé dans une nouvelle période et qu'on pouvait espérer que le Président tienne ses engagements et envoie les documents au bon moment pour qu'on puisse exercer pleinement notre devoir, notre mission d'élu. Merci. J'ai bien compris, j'essaye effectivement de faire le maximum. Vous savez que des fois c'est assez compliqué. On a aussi des problèmes informatiques. On en a eu un vendredi dernier qui nous a effectivement un petit peu paralysés. Mais je ne désespère pas effectivement être beaucoup plus prompt effectivement à la manœuvre. Les délais ont été respectés quant à la convocation et sachez qu'effectivement, alors moi j'essaie de faire en sorte que vous ayez les documents le plus rapidement possible. Des fois c'est pas évident. La loi ne nous oblige pas quelque part aussi, puisqu'il n'y a pas de commune de plus de 3500 habitants, d'envoyer toutes les délibérations, puisque vous devriez effectivement peut-être aussi venir les chercher si vous ne les avez pas suffisamment tôt, et venir en communauté de communes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, et vous le savez. Donc je vais faire effectivement le nécessaire pour que vous les ayez le plus tôt possible, parce qu'effectivement,
Bon, ces remarques récurrentes, effectivement, je les prends, et je les prends pour moi, bien entendu, même si effectivement, on a quelques contraintes au niveau des services, et ça, effectivement, c'est du rodage. Sachez qu'effectivement, j'en suis le seul responsable, et j'en porte l'entière responsabilité par rapport à ça. Ceci dit, effectivement, on va passer à l'ordre du jour du Conseil communautaire de ce soir. En ce qui concerne l'administration générale et l'avis sur le schéma départemental qui vous a été envoyé, celui-là, il y a quelques temps, vraiment quelques temps. Bon, c'est le schéma départemental, c'est simplement effectivement un avis à donner. Vous rappeler effectivement en ce qui concerne effectivement l'amélioration de l'accessibilité des services au public de Gironde. Il y avait 3 orientations stratégiques qui avaient été déclinées en 17 objectifs opérationnels. Hein. Les trois orientations, c'était corriger les inégalités territoriales d'accès à l'offre de services, agir sur l'offre de services par les solutions solidaires et innovantes, et agir sur les conditions d'accès physique, culturel, financière à l'offre en faveur des publics en situation de fragilité. On ne peut qu'effectivement, si vous voulez me suivre, que donner un avis favorable à ce schéma départemental qui va permettre effectivement à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité de se déplacer normalement, puissent effectivement faire en sorte d'accéder à tous les services publics d'une manière la plus correcte possible. Nous le faisons également dans nos communes respectives et dans les bâtiments qui sont sous notre responsabilité au niveau de la communauté de communes. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Hervé Gillet a dû en discuter, a dû en parler au niveau du département. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur l'avis que je vous propose de donner par rapport à ce schéma? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Deuxième délibération. Aujourd'hui, c'est l'avis du retrait du PETR entre deux maires et approbation des nouveaux statuts de ce PETR. Nous étions en réunion plénière avec Jocelyn Doré. Alors, je ne me rappelle pas la date, mais c'était mi-septembre à peu près, je crois, à Targon, où le PETR a donc voté accepter le retrait de la communauté de communes de Ponensac-Cadillac et Rion, Paillé-Lestiac. Jocelyn Doré me dit que c'était le 17 mai. Il s'agit maintenant de prendre ce qu'on appelle une délibération concordante, de telle manière à faire en sorte que ce retrait soit effectif, et ce, à partir du 31 décembre, donc 2017 ou 1er janvier 2018, comme vous voulez bien l'accepter. Donc, ce retrait, est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération concordante? Je vous salue une délibération qui est le pendant de celle qui a été prise à Targon l'autre jour, et nous acceptons en même temps les statuts. Des remarques? Oui. Donc, pour vous exprimer le regret au nom du conseil municipal de Loupiac qu'on prenne une telle décision, puisque nous avions émis à plusieurs reprises le souhait que nous restions dans le pôle entre deux mers, qui nous apportait pleinement satisfaction. Un autre regret, c'est qu'au cours de la préparation, des longs mois qui ont précédé notre fusion, j'avais émis à plusieurs reprises le souhait qu'on discute de savoir dans quelle direction on allait aller. Est-ce que notre fusion allait indiquer un départ automatique du pôle entre-deux-mers et un rapprochement vers le sud Gironde? Je sais que ce débat n'a jamais pu avoir lieu au moment avant la fusion, on va dire que M. Gillet a fortement insisté après la fusion pour qu'on arrive à cette situation. Il a ses raisons, je ne les partage pas, vous en doutez, et comme je ne souhaite pas participer à cette décision, donc je vais demander au secrétaire de noter que je me retire du vote, je ne participerai pas au vote, je reviendrai à l'issue du vote. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole par rapport à ça? Monsieur Gillet. Juste pour préciser à l'ensemble des membres de l'Assemblée qu'on est bien là dans un processus qui a déjà été débattu plusieurs fois, et un processus qui se met en place avec l'ensemble des parties prenantes concernées, puisque le pays du Cœur entre deux mers a acté la position du Conseil communautaire.
que les communautés de communes sont donc amenées maintenant à délibérer sur le processus de retrait. C'est donc ce que nous faisons effectivement aujourd'hui. Vous informer aussi que le projet donc, de création d'un syndicat mixte unique sur le Sud Gironde avance, compte tenu des différentes avancées et des différents éléments que l'on a déjà discutés ici. Vous le savez, ce syndicat mixte vise à rassembler à la fois le SCOT d'un côté et la procédure de l'autre, sur un syndicat unique, mais il aura des budgets annexes clairement identifiés pour nous permettre de mieux mutualiser aussi les moyens. Nous avons reçu aujourd'hui un avis favorable des services de l'État sur les futurs statuts donc de ce syndicat mixte unique, que nous aurons également à approuver d'ici à la fin de l'année ou au début d'année 2018, ce qui constatera l'acte véritable de création de ce syndicat mixte de Sud-Gironde qui portera donc à la fois le SCOT et la politique pays. Donc les choses avancent de manière régulière aujourd'hui, avec des actes administratifs qui aujourd'hui sont également validés donc, par les services de l'État. Et puis je pourrais vous indiquer que le dialogue qu'il y a aujourd'hui au niveau des responsables politiques sur cette démarche-là, au niveau du Sud-Gironde, est un dialogue, je dirais, très positif, très construit en l'état actuel des choses. Donc pour ma part, voilà, je pense assez serein et quelque part, je pense qu'on peut en tirer une satisfaction parce que ça permet, et je pense que ça devrait permettre à moyen terme de valider un vrai projet de territoire, effectivement, sur le Sud-Gironde. Je rappelle également que dans ce cadre-là, et ça a toujours été dit, et je le ressouligne également, qu'il a été souhaité que nous proposerons sans doute des actions de mutualisation ou des actions communes avec le pays du cœur entre deux mers, parce qu'on estime qu'il y a des passerelles possibles dans ce cadre-là. Il y en a une, par exemple, sur l'OCM, l'organisation collective des métiers, sur lesquelles on peut éventuellement aussi partager, travailler ensemble. Et donc on l'a toujours aussi affiché pour qu'il y ait un partenariat intelligent qui puisse se mettre en place. Merci. Je rajouterai simplement que par rapport au fait que le débat n'est pas pu s'instaurer, c'est qu'il y avait aussi une incertitude juridique qui a été levée très tard, en sachant qu'effectivement on ne savait pas ce qui allait se passer par rapport à la loi NOTRe, et si c'était le territoire du PETR qui l'emporterait ou pas. On a eu la réponse effectivement de la préfecture très tardivement, ce qui n'a pas pu effectivement lancer le débat, peut-être suffisamment tôt pour certains. Mais je crois que l'explication qui vient d'être donnée et l'idée qui se fait aujourd'hui d'un PETR du Sud-Gironde, je crois peut être effectivement favorable à notre collectif. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Dora, Monsieur Manceau et Monsieur Massieu. Je considère que les autres sont favorables. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire que la délibération numéro 9, nous n'étions pas prêts. On pensait passer le marché de location des véhicules pour le service des portages des repas en cours. Les offres sont incomplètes. Il y a un petit peu de difficulté à comprendre tout ça, donc il va y avoir des demandes complémentaires par rapport à cela, donc je ne peux pas mettre au débat ce soir et au vote la délibération numéro 9. Administration générale, autorisation de signature des procès-verbaux de transfert des biens attachés aux compétences de la communauté de communes. Il s'agit surtout des biens qui sont situés sur l'ex-territoire des Vallons de l'Artolie. Alors Benoît, je parle sous votre contrôle en ce qui concerne effectivement les biens qui ont été fléchés par la préfecture. Donc sur l'Estiac, si j'ai bien compris, il y a le chalet Emmaüs, c'est ça? Sur Paillé, le pôle social, le Café de la Liberté et les logements d'urgence, c'est cela, hein? Logement social, logement d'urgence. Et sur Lyon, les hangars techniques. Hein, voilà. Donc il s'agit effectivement de m'autoriser à assigner les procès-verbaux de transfert, de ces biens attachés, à partir du moment où la communauté de communes des Vallons de l'Artolie et la ligne de Raymond.
a été effectivement dissoute par arrêté préfectoral dans le courant de l'été. Il me semble que c'était le 16 août, c'est ça? Ou le 16 juillet, 16 août. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Oui, M. Manceau. Est-ce qu'on a une estimation de la valeur de ce patrimoine? On n'a pas forcément d'estimation de la valeur de ce patrimoine, M. Manceau. On n'a pas, non, pas du tout. Il s'agit effectivement des biens qui étaient fléchés, qui étaient directement gérés par la communauté de communes, qui ont été fléchés par la préfecture et qui correspondent qui ont tous un intérêt communautaire. Donc, alors le pôle social, je ne sais pas si vous l'avez visité ou si vous l'avez vu, c'est un petit bâtiment qui a été refait. Et Jérôme Gauthier, qui est là, peut-être peut nous en parler un petit peu. Surpaillé, c'est il y a 3 bureaux. Bon, après, le Café de la Liberté, tout le monde le connaît avec les 3 logements qui sont en haut, dont le logement d'urgence. On l'a aussi intérêt communautaire, donc fléché par la préfecture. Je n'ai aucune évaluation par rapport à ça. L'île de Raymond, c'est un site patrimonial qui est donc 45 hectares, et les hangars de la Poule. Donc j'ai aucune idée de la valeur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Oui, je comprends bien. Oui, là, on est dans un processus juridique où effectivement il faut, de toute façon, comme vous le dites, régulièrement assurer la continuité. Pour autant, je réitère une question que j'ai déjà soulevée, à savoir est-ce qu'il y aura un débat sur l'ensemble de ces biens qui sont arrivés dans le nouveau périmètre pour savoir si on les garde ou qu'on acte aujourd'hui très clairement que c'est acté définitivement. On acte aujourd'hui effectivement ces biens-là qui ont été fléchés par la préfecture. Vous avez bien pu remarquer effectivement qu'il y a des biens qui ne sont pas fléchés. Les délices de l'Estiac, les jardins partagés qui restent sur la commune de l'Estiac, le cercle qui reste à Rion. Puisqu'effectivement j'ai eu une confirmation effectivement par mail, c'est ça Madame Venier, de monsieur Bernard, ainsi que sur Rion les vestiaires. Voilà, les vestiaires, le club du foot, c'est ça, le club du foot. Donc voilà, donc ces biens restent dans les communes respectives, et le reste sont d'intérêt communautaire réfléchi par fléché. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Il faut juste rappeler que c'est lié aux compétences. On n'a pas la compétence sport, par contre, on a la compétence économique ou sociale. C'est lié aux compétences, ce transfert. Oui, j'ai bien compris. Donc c'est la préfecture qui décide. Ou le bureau. C'est par rapport au code de collectivité territoriale. Non. Selon le code de collectivité territoriale, c'est marqué un bâtiment attaché à la compétence. On a très bien senti effectivement dans les débats qu'il y avait des bâtiments qui avaient été d'intérêt communautaire et lors de la dissolution, c'est vrai, de la loi d'Artolie, ont été très compliqués. Hein. Je dois vous dire que le préfet, à un moment donné, a pratiquement tranché et fléché les choses. Hein. Donc aujourd'hui, la fléché, c'est qu'il y avait un intérêt communautaire. Voilà. D'autres remarques? Oui. Ben là, je regrette encore une fois la méthode. Donc, mon voisin vient un peu de l'évoquer. Parce que là, vous venez de nous dire que là, on est en train d'acter que ces biens vont être gérés, puisqu'ils appartiennent toujours à la commune, si j'ai bien compris, mais la gestion va être déléguée à la CDC, en lien avec des compétences. Donc, on récupère les biens avant. Alors, ce que j'avais cru comprendre, c'est que on devait décider des compétences avant le 13 décembre. Donc là, si je comprends bien, mais peut-être que je comprends mal, je comprends bien, on récupère les biens, et après on va décider si on garde la compétence ou pas. Puisque vous faites référence à la décision que le Conseil communautaire a pris le 14 mars en Conseil communautaire, et je suppose que c'est le point 33 de la délibération 33, qui porte sur justement l'extension au moment de notre fusion. Donc on a récupéré, il y avait l'Artolie n'était pas encore dissoute, donc il y avait ces bâtiments et il fallait faire une extension, on va dire, temporaire de compétences pour pouvoir gérer ces biens, conventionnés avec la présidente qui restait de l'Artolie. C'est un peu compliqué, mais c'est à peu près comme ça. Donc ça veut dire que là, on est en train de valider l'extension des compétences que l'Artolie avait sur ces biens à l'ensemble de notre territoire. Puisque là, l'intérêt communautaire, il était de l'Artolie à l'époque. Il n'était pas de tout notre territoire. En mois de mars, on a dit temporairement, pour la continuité du service,
on veut bien juger que ça peut être d'intérêt communautaire, jusqu'à la prise de décision sur les compétences réelles que nous allons exercer maintenant à partir du 1er janvier 2018. Mais, à vous entendre, en fait, en acceptant les biens, on prend les compétences, sans débat. Aujourd'hui, si vous voulez, l'arrêté préfectoral qui est tombé cible effectivement ces bâtiments comme intérêt communautaire. C'est vrai qu'on a conventionné, c'est vrai qu'effectivement il y a un travail qui a été fait. Aujourd'hui, ça correspond effectivement à une réalité et à un intérêt communautaire. Je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait remettre les choses en question à partir du moment où on exerce déjà effectivement ses compétences sur l'île de Raymond. On l'exerce également sur les logements d'urgence, étant donné que les autres logements, plus particulièrement que ce soit le chalet Emmaüs ou le pôle social, effectivement, ce sont des petits bâtiments qui effectivement n'ont pas vraiment effectivement de gros poids dans notre patrimoine, sauf effectivement le hangar, j'appelle ça les ateliers techniques effectivement de la poudre, qui nous sont aujourd'hui très utiles, puisque nous avons aujourd'hui du matériel et un intérêt communautaire affirmé là-dessus. Donc voilà, on a effectivement essayé d'amener gentiment effectivement les choses de telle manière à faire en sorte que l'intérêt communautaire qui soit le plus affirmé possible sur certains bâtiments. Il ne l'était pas sur d'autres. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation qui est... voilà. Je ne vois pas comment aujourd'hui le quartier de la Liberté pourrait revenir aujourd'hui à la commune de Paillé, parce que obligé de conventionner, parce qu'effectivement on gère les logements du haut, ce serait assez compliqué. Donc je crois qu'effectivement c'est une position tout à fait réalisable et réaliste de prendre en compte effectivement, et je vous propose de conventionner de telle manière à faire en sorte que le transfert se fasse vers notre communauté. Moi j'entends ce discours. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir un état exhaustif du patrimoine de la communauté de communes? Tout à fait. Donc je souhaiterais qu'il soit communiqué à l'ensemble des délégués. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci. Et l'État dans le café. Et le restaurant, alors il y a marqué à vendre quand on passe devant. C'est vrai. Donc qui c'est qui a mis le panneau à vendre? Pas moi. Il y a bien quelqu'un quand même, puisque ça nous appartient. Le propriétaire. Le propriétaire du fonds de commerce. Parce que c'est vrai, quand on passe de loin, on voit avant, on croit que c'est le bâtiment, mais de près, c'est le fond. Alors, qui a vendu le fonds de commerce à... Le propriétaire. Donc vous dites, alors je ne comprends pas, c'est que l'immeuble composé d'un restaurant au rez-de-chaussée, donc qui a la propriété du restaurant? Les murs. La mur, c'est la communauté. Bon. Les murs du restaurant. Et alors qui est chargé de trouver le repreneur si on achète les murs? Non mais pour l'instant aujourd'hui, on achète. Le fonds de commerce, c'est pas les murs. Le fonds de commerce, c'est l'exercice du. Ça vous fait sourire, mais tous les gens qui passent devant, ils ne comprennent pas. Hein. C'est avant le fonds de commerce. Le fonds de commerce appartient au propriétaire. Qui est le propriétaire? Le propriétaire du fonds de commerce, le commerçant. Non mais d'accord. Et ça ne nous dit pas qui c'est. C'était le C'est le restaurateur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a une liquidation judiciaire. C'est le mandataire judiciaire. En l'occurrence, maintenant, c'est le liquidateur qui met en compte. Les murs sont à Les murs, ils sont à la commune de Paillé pour Les l'instant. murs sont aujourd'hui à la commune de. Ils sont à la commune de Paillé. Juridiquement, à la commune de Paillé, objet d'un transfert d'actifs dans le cadre de la compétence économique, fléchée par la préfecture. De la même manière que l'île de Raymond sur la compétence environnement, la compétence sociale pour les logements, ainsi que le pôle social de Paillé et le chalet Emmaüs. Dans le cadre de la compétence, laquelle compétence, si vous souhaitez ne plus la conserver, c'est bien, feront l'objet d'un PV de transfert dans l'autre sens, ça repartira entre vous. En actant ce soir le transfert, on devient propriétaire des murs ou pas? Ah mais non, mais soyez clair, parce qu'on sait plus. Non mais je sais ce que c'est qu'un actif. Donc ça veut dire que ça rentre dans notre bilan, c'est pas du tout. Mais pas le fond, c'est pas du fond. Ah non mais je parle pas du fond, ça c'est, je sais ce que c'est qu'un fonds de commerce, ça peut être complètement différencié. Donc tu as bien compris qu'effectivement l'immeuble il était partagé en deux choses. Une activité commerciale qui était sur le bas, où effectivement il y a aujourd'hui
un contentieux ou je sais pas, ou un dépôt de bilan qui ne m'intéresse pas, a priori pas. Hein. Effectivement, les murs, c'est du privé et aujourd'hui on est obligé effectivement d'attendre que le liquidateur ait fait son travail par rapport à ça. Et en gros, effectivement, des logements qui ont un intérêt communautaire et dont on se sert régulièrement, et plus particulièrement le logement d'urgence. Sur la partie restaurant, on fait quoi de ça? Sur la partie Un restaurant, fonds de commerce qui aujourd'hui n'est plus exercé, il y a un contentieux. sur la partie restaurant, effectivement, il y a un liquidateur, comme dans toute... Oui, non mais d'accord, mais... Et derrière, nous on a les murs. Et on fait quoi de ces murs? Mais pour l'instant, au niveau de la commission, quand effectivement le liquidateur aura fait son travail, on va essayer de trouver un repreneur par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter le fonds. Parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui prêts à acheter le fonds de commerce. Donc et relancer un restaurant à l'intérieur. Mais ça c'est pas encore fait. Voilà. Donc l'idée de la CDC c'est de l'idée... Non, attendez, j'aime bien ça. L'idée du bureau c'est de relouer un restaurateur, c'est ça? Écoutez, aujourd'hui c'est un restaurant. Aujourd'hui c'est un restaurant. Pour l'instant, il faut, quand ça viendra effectivement le dossier au niveau de la commission économique, on regardera ça de très près. Mais si effectivement on peut changer la destination, pourquoi pas? Moi j'ai pas de problème particulier par rapport à ça. Aujourd'hui on est lié par le fait qu'il y a effectivement là-dessus un bail qui est en cours et une liquidation judiciaire. Donc on est connaissé. C'est-à-dire que si le fonds est racheté par un restaurateur, on a des murs dans lesquels il y a un restaurateur qui rentre. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Ok. Et ça redonne de l'activité au village de Paillet. Il y a un loyer. Il y a un loyer. Et ce que je ne comprends pas, c'est que il y a marqué en dessous, considérant qu'au terme là, la remise de ou des biens a lieu à titre gratuit. Bien sûr. Donc, la CDC, on a les murs donc, gratuitement, Bien sûr. mais avec une personne dedans qui a... Non, mais attendez, qui a un oui, liquidateur. on a bien compris. Mais, Bien sûr. donc il peut choisir de vendre à quelqu'un, Mais comment, si vous avez sans jamais qu'on vu- décide quoi que ce soit. Mais un fonds de commerce, le fonds et les murs sont séparés. Mais Aujourd'hui, le fonds et les murs sont séparés. après, il y a marqué qu'il faut faire une convention. Il faut réaliser un constat avec je ne sais plus quoi. Qui c'est qui le fait? Le propriétaire, La commune. Aujourd'hui, le bien il est à la commune, effectivement. Le transfert va être acté entre la commune et la CDC par rapport à ce bien. Pour les murs du bas et les appartements du haut. Ça, je crois que c'est relativement simple à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? M. Cholon est contre, M. Manceau s'abstient, le reste est pour. Merci beaucoup. Quatrième délibération, contrat de développement territorial, chaleur renouvelable. Alors ça, je vais vous demander une position de principe. Vous avez tous assisté l'autre jour à la remarquable prestation du CIFEM qui recherche aujourd'hui de faire en sorte que l'on puisse passer sur des énergies alternatives. Donc, moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est de prendre une position de principe, de cette manière à faire en sorte que on puisse, quelque part, prendre la tâche du CIFEM lorsque l'on aura chacun de notre côté des projets particuliers en termes d'énergie renouvelable, et plus particulièrement pour certains des réseaux de chaleur ou autres. Donc, la délibération que je vous propose est la suivante. Donc, c'est accepter le principe de mise en œuvre d'un programme de développement territorial, donc, qui s'appelle Chaleur renouvelable sur le territoire de la communauté commune de Pau-d'Ensac, des Coteaux de Garonne et de l'Estac-Garonne, ce qui nous permettra, contractualisé avec le CIFEM, de pouvoir avoir recours à ces services si on en a besoin. Est-ce qu'il y a des remarques? Pour être clair, on ne peut pas saisir le CIFEM si on ne prend pas la position de principe. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'on peut rajouter sans contrepartie financière dans Accept en bas? Parce que c'est écrit en haut, mais c'est pas écrit en bas. Si vous voulez. Je vous remercie beaucoup de cette précision. On va la porter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On peut souligner tout l'intérêt d'avoir une ingénierie
entre guillemets gratuite qui est mise à disposition pour le biodéveloppement. Donc là, on va acter en termes de délibération le don que nous avons prévu de donner aux Antilles. Vous savez qu'il y avait une proposition qui avait été faite à hauteur de 0,10 centimes d'euros par habitant, ce qu'il faut arrondir à 100 euros près, des 3200 euros. Si vous en êtes d'accord, effectivement, on versera ces 3200 euros à qui, Benoît? À la Fondation de France. Donc ça a été fait, on a demandé, on a pris un principe, on n'a pas pris une délibération là-dessus. Donc on prend une délibération parce qu'effectivement, c'est tout à fait logique. Si ça a été fait, ça a été acté, mais je vous demande effectivement de prendre la délibération qui va bien. Donc 3200 euros pour les ouragans et les problèmes qu'il y a eu aux Antilles. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Didier, en ce qui concerne les bâtiments? Merci. Donc cette délibération, c'est la demande de subvention pour les travaux de l'immeuble rue de l'Œil à Cadillac. Cela concerne le plan de rénovation énergétique de l'habitat engagé par la région Aquitaine Rénoac. Donc ce plan énergétique est donc engagé par Rénoac, la communauté de communes approuve ce projet de rénovation énergétique concernant les 5 logements que nous avons rue de l'Œil. Donc concernant ces logements rue de l'Œil, cette étude de faisabilité a été confiée à Solia, qui permettra d'engager les travaux de réalisation de réhabilitation thermique des 5 logements, avec la disposition, grâce au dispositif Rénoac. Donc ces 5 logements, il y a 3 T3, vous avez le tableau, et il y a 2 T1. Donc le plan de financement a été porté sur le programme 1, c'est-à-dire sur l'option tout électrique pour les 5 logements. Donc l'estimation globale de l'architecte par logement, vous les avez sous les yeux. Donc l'estimation architecte travaux globaux pour le logement 1, c'est un T3 pour 63 000 euros. Le logement 2, c'est un T1 pour 29 000 euros. Le logement 3, c'est également un T1 pour 27 000 euros. Le logement 4, c'est un T3 pour 69 000 euros. Le logement 5, c'est un T3 pour 57 000 euros, ce qui fait un montant total global de travaux de 245 000 euros. Donc, le montant prévisionnel des travaux d'économie d'énergie pour un montant par logement 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez les chiffres 23 060, 12 321, 12 782, 24 763, 18 670, soit un montant de 91 596 euros. Donc là-dessus, il y a les recettes prévisionnelles, donc la subvention Rénoac. Donc pour le logement 1, 9 224 euros, logement 2, 4 928 euros, logement 3, 5 113 euros, logement 4, 9 905 euros, logement 5, 6 000 euros, donc pour un montant total de subvention de 35 170 euros. Donc il reste l'autofinancement global, donc pour l'ensemble des logements, de 209 830 euros. Je fais un petit rappel concernant je dirais, les éléments d'économie d'énergie, c'est principalement l'isolation, le doublage des murs périphériques, les murs des refonds, les planchers, les plafonds, haut et bas, menuiserie, double vitrage à isolation renforcée, VMC simple flux, radiateur à inertie, chauffe-eau thermodynamique sur air spray. Voilà ce que je peux dire. Dans la délibération, donc, demande et autorise le président à solliciter une demande de subvention pour financer cette opération. Alors, tout ne serait pas complet, mais là je parle sous le contrôle de Jocelyn Doré. Il se trouve que c'est un immeuble qui effectivement a subi un sinistre important puisqu'il a été dégradé à 80-90%, et que bien entendu l'assurance a pris en charge la totalité effectivement des réparations, et tout cela rentre effectivement dans le remboursement de l'assurance. C'est une opération blanche complète pour la commune. Ça, je crois qu'il fallait, pour la communauté, pour la collectivité, je crois qu'il fallait effectivement le dire, c'était important. Ces montants sont assez élevés, et l'assurance prend en charge la totalité de tout cela.
Et nous aurons un bâtiment entièrement rénové à la suite des travaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Et le rez-de-chaussée était occupé par le plage, le accueil jeune. Donc, je voudrais savoir, donc j'ai eu l'information, parce que j'ai posé la question par hasard, en me posant la question sur les biens de la CDC, on revient aux biens qu'on possède. Donc j'ai découvert que le plage n'était pas prévu de revenir dans ce local et que c'était le pôle social qui devait y revenir. On vient de voir que le pôle social était à Paillé jusqu'à maintenant. On a vu le pôle social de Paillé. Donc qu'est-ce qu'il y aura à Paillé si il n'y a plus de pôle social dans ces bureaux? Donc, et dans ce cas-là, quid aussi? Alors est-ce que il y a des travaux aussi prévus il n'y a pas de prévu pour le rez-de-chaussée, c'est que pour les appartements, c'est ça? C'est pour ça que le plan, il ne concerne pas le rez-de-chaussée, ça c'est la question plus technique. Et après, c'est si le plage ne revient pas rue de l'Œil, je repose la question, et c'est en lien avec la délibération suivante qui parle des jeunes et des ados, où ira le plage? Alors, le plage, pour l'instant, il est hébergé, si mes souvenirs sont bons, dans un local qui est mis à disposition par l'hôpital de Cadillac. Hein, c'est bien cela. Un logement de fonction. Aujourd'hui, ce logement de fonction va être repris par l'hôpital de Cadillac et une proposition nouvelle qui a été faite par l'hôpital pour reloger le plage. Donc le plage, il n'y aura aucun problème. Je pense qu'il sera même, d'après ce que j'ai pu comprendre, encore mieux logé. Donc voilà, en ce qui concerne le bâtiment de la rue de l'Œil, effectivement, le pôle social va prendre place, mais vous touchez effectivement là un sujet très important, et je vous remercie effectivement d'avoir posé cette question, monsieur Cholon, et c'est avec plaisir que j'y réponds. On a effectivement de plus en plus de difficultés par rapport à la place qu'il nous faut, et c'est vrai qu'on reviendra effectivement devant le conseil communautaire. Aujourd'hui, les services sont à l'étroit dans certains endroits. Certaines personnes sont trois sur un même bureau. Donc c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison de vous soucier effectivement du fait que certains services auront besoin à un moment donné d'avoir un peu plus de place. Pour le plage, c'est chose faite. Voilà. Et le pôle social qui est à l'EAF, donc il va être décompressé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Autorisation de signature de la convention de prestation, conférence, crise d'ado et ado en crise, que comprendre, que faire, CISPD. Oui, donc dans le cadre de la mise en place du CISPD, puisqu'il y avait antérieurement CISPD sur Podensac et sur l'Artoli, on l'a élargi à l'ensemble du territoire maintenant. Donc il y a en fait deux volets. Il y a le volet action, qui est, et donc un certain nombre de maires ont eu la visite de l'animateur du CISPD, à savoir Pierre Laroche. Et il y a le volet prévention. Et dans le cadre du volet prévention, il y a des interventions qui sont prévues dans les collèges, puisque ça concerne principalement, le CISPD, ça concerne principalement les adolescents. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir faire venir, pour la première fois, le docteur Xavier Pomereau, qui est, je pense que beaucoup de monde le connaît, c'est une sommité nationale en matière de suivi concernant les adolescents, et en particulier les adolescents en difficulté et en crise. Et il nous paraissait intéressant que l'on puisse avoir son intervention pour les parents, et même les adolescents s'ils veulent y aller, le faire venir et pouvoir un peu échanger, qu'il fasse une prestation, il traitera effectivement le problème de la délinquance et l'incivilité au niveau des adolescents et des adolescents en crise par voie d'extension, et il nous a semblé intéressant. Alors bon, bien évidemment, ça
compte tenu de la notoriété du docteur Xavier Pomerot, la prestation représente un certain coût. Mais je crois que l'enjeu est tout à fait intéressant. Jocelyn a un peu répondu à ma question. C'est vrai que je trouve que 1300 € pour 2 heures, ça fait quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc ça c'était ma première question que vous avez répondu. Voilà, on a voulu démarrer par une intervention assez exceptionnelle par le biais du docteur Pomerot. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres en suivant. Enfin, on ne fera pas ce type de conférence régulièrement. Mais il nous a semblé au démarrage, pour vraiment bien poser le socle du CXPD, que l'intervention d'un monsieur de cette envergure nous paraissait intéressante. Alors, c'est vrai qu'il représente un certain coût. Et puis ma deuxième question, c'était s'il doit y avoir d'autres interventions, je pense qu'on est sur une CDC où il y a quand même des médecins psychiatres qui s'occupent des enfants et des adolescents. Et que bon, la démarche a peut-être été faite, mais je pense qu'il serait bon de se rapprocher quand même de l'hôpital de Cadillac. Oui, mais absolument, ça on le fera à posteriori, y compris des travailleurs sociaux. L'intérêt de la mise en place du CXPD, c'est de son travail en réseau. C'est excessivement important et à chaque fois j'insiste sur cette donnée de travail en réseau. Et donc on a les MDSI, on a la justice, on a l'État, au travers la gendarmerie, et donc il faut qu'ensemble on puisse, en tout cas, faire en sorte d'avoir une action de prévention la plus efficace qui soit. Bon, aujourd'hui c'est très difficile, on a vu que dans les différents comités restreints que l'on a eu, et puis sur les réunions de veille qu'on a eues avec les maires, qu'il y a énormément de questions et petit à petit on y travaille et on espère faire intervenir pas mal d'intervenants avec de multiples compétences pour pouvoir avancer sur le sujet. Voilà. Donc cette intervention aura lieu le 7 décembre 2017 au Sporting à Pau-d'Ensac. Qui est contre cette délibération? Moi je m'abstiendrai. D'accord. Est-ce qu'on a recherché des subventions aussi pour ça? D'habitude, moi quand je faisais une conférence, j'essayais de voir, de compléter cette somme-là par les subventions. Moi j'ai téléphoné à M. Laroche, me dit non. Il a, bon, moi je trouve que c'est excessif, pour 2 heures de travail. Je trouve que c'est dommage d'avoir balayé en l'espace de 10 secondes le travail qu'a fait Charles Noël. Sur le principe. Parce que pendant plusieurs années, il a bien fait son boulot. On l'a pas balayé. Si, d'après ce qui a été dit, on pouvait comprendre ça. Non, dessus, je ne veux pas. Non, absolument. Les traits de ça, ça correspondait à mon budget. Ça me... Je suis d'accord avec M. Cabot et avec M. Pera sur la prestation. Je trouve que c'est quand même... Je reconnais qu'il c'est quand même un médecin connu. Moi, je suis un peu surprise que dans la commission, M. Doré, on n'en a pas parlé de la prestation, du montant de la prestation. Donc, on aurait pu un peu plus débattre. Voilà, c'est tout. Je suis un peu surprise. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Bon, je prends note effectivement des remarques qui sont assez pertinentes et je crois qu'effectivement, Joss, il faudra peut-être effectivement regarder les choses un peu plus près la prochaine fois. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, Mathieu Truffat, Marie Sportino, Jean-Pierre Manceau, Anne-Marie Penaud, Lionel Cholon et Jean-Noël Clamont. Je vous remercie. Alain Pérez. Oui, donc la délibération suivante concerne donc, le marché de contrôle des installations du sport, de l'assainissement non collectif. Donc le marché qui était conclu avec l'ex-CDC de Pau-d'Ensac, puisqu'elle avait la compétence sport, arrive à son terme donc, le 31 décembre 2017. Et nous devons donc, en attendant de rediscuter, Monsieur le Président doit
discuté avec les présidents des syndicats des eaux, des syndicats d'assainissement, parce que vous savez que les découpages administratifs de la CDC ne correspondent absolument pas à ces divers syndicats, et donc il est très compliqué d'harmoniser à la fois cette compétence assainissement non collectif, et plus largement dans un deuxième temps la compétence eau et assainissement collectif. Donc dans l'immédiat, pour que le SPAN puisse perdurer pour l'année prochaine, il est proposé de proroger au marché de contrôle des installations de l'assainissement non collectif avec la SOR pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2018. Et dans l'intervalle, donc d'ici la fin de l'année, on va donc essayer de recevoir les divers présidents pour essayer de trouver une harmonisation et un mode de fonctionnement pour ces contrôles. Sur cette délibération numéro 8, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui, M. Manceau. Ce que je voudrais savoir, c'est si vraiment les contrôles sont bien faits, parce que sur Cagnac, j'ai eu un certain nombre de retours qui semblent prouver que c'est, pas dire la tête du client, mais ça y ressemble. Ça, il faut nous les faire remonter, ces retours, de telle manière qu'on puisse directement interroger sur des cas bien précis, effectivement, notre prestataire. Parce que si c'est fait tel que vous le dites, je ne vais pas répéter la façon dont vous l'avez dit, mais ça me paraît aujourd'hui, ça me paraît effectivement pas normal. Est-ce que vous pouvez, Jean-Pierre Manceau, me faire remonter effectivement le plus discrètement possible, bien entendu? D'accord. Vous verrez avec lui, s'il n'est pas au courant, effectivement, on aura effectivement les infos. Hein. Il faut faire remonter les infos, Jean-Pierre Manceau. Ça a été fait chez moi, aucun problème. Personnellement, ça a été fait chez moi, le contrôle, et tout a été fait en bonne et due forme. J'insiste comme... Excusez-moi, Monsieur le Président. J'insiste, moi j'ai l'habitude de rencontrer la personne qui est en charge de ça. Je peux, sur la rive droite en tout cas, je ne sais pas si c'est la même sur la rive gauche, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas négocier avec lui, il est assez intransigeant. Monsieur Duncan, donc je ne sais pas si c'est de lui dont vous parlez, donc il serait intéressant de voir sur quel dossier. Bon, en tout cas, nous, sur la rive droite, moi j'ai jamais eu connaissance de ce que vous évoquez, donc ça serait intéressant de nous donner les situations précises. On prendra contact avec Jean-Pierre Manceau pour qu'il nous fasse remonter effectivement ce cas ou ces cas particuliers dès demain. Donc on va proroger ce marché, hein, de la manière à pouvoir travailler concrètement sur l'ensemble du contrôle des installations d'assainissement non collectif à l'échelle de la nouvelle collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Jean-Pierre Manceau. Merci beaucoup. Donc la 9, je vous ai dit qu'on l'avait supprimée. Didier. Oui, merci. Oui, la prochaine délibération donc, concerne le marché donc, de reconstruction des vestiaires de football de Sainte-Croix-du-Mont et l'attribution. Donc je rappelle que ce marché n'a pas à procédure simplifiée. Donc le lot maçonnerie et réseau enterré, c'est la société SARL Serge Perali pour un montant de 59 404 € hors taxe. Le numéro 2, charpente couverture zinguerie attribué à Laurent Constant pour un montant de 17 760,77 €. Le numéro 3, menuiserie aluminium attribué à TCB pour un montant de 28 584 hors taxe. Le numéro 4, équipement bois et PVC attribué à TCB également pour un montant de 8 496 € hors taxe. Le lot numéro 5, parterie isolation, c'est la société Getoni pour un montant de 16 415 € hors taxe. Lot 6, plomberie sanitaire, plombier du moulin pour un montant de 19 172 € hors taxe. Lot numéro 7, chauffage, électricité, VMC, attribué à la société Cabana pour un montant de 24 562,56 € hors taxe, avec la variante ventilation simple flux incluse. Le numéro 8, carrelage, est attribué à Nico et Fils pour un montant de 12 946,40 €. Le numéro 9, peinture, à la société Maté Jean-Claude pour un montant de 4 670 €. Donc il faut autoriser le président à signer donc, les pièces du marché relatives donc,
à cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur les vestiaires de cette croix du Mont? La question sur l'attribution du marché, c'est pas technique, et où on en est, il faut voter la délibération. Pour autant, j'aimerais savoir quel est le club résident, et s'il est pertinent d'investir 192 000 € dans des vestiaires de football. Je pose la question. C'est une question qui mérite d'être posée. En ce qui concerne effectivement le club, je crois qu'il faut poser la Vous question. ne me remerciez pas d'avoir posé, Président. Parce que je suis jaloux. Si je peux vous faire ce plaisir, monsieur Clavier, ça sera sans problème. On va demander effectivement les informations dans la source directement au maire de cette croix du Mont. Je dois dire que c'est une rénovation qui avait été décidée bien avant effectivement que la communauté de communes existe, donc on prend effectivement les dossiers, vous le savez très bien, et votre question était effectivement directement liée à ça. Non, mais c'était simplement pour vous faire dire qu'effectivement, le coup était parti bien avant que la communauté de communes existe. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on continue et dont on va aller au bout. Je laisse la parole à Michel Tapi pour nous donner quelques informations. Écoutez, sincèrement, je n'ai rien à ajouter puisque ce programme a été évoqué à plusieurs reprises et voilà, il perdure depuis déjà plusieurs années et enfin il est finalisé fin 2016, d'ailleurs les travaux, enfin bon, je ne sais pas péjoratif, mais le marché aurait pu s'engager plus rapidement, mais le temps de reprendre les dossiers, etc. Et effectivement, en face de la recette, il y avait aussi, et en face de la dépense, il y avait une recette liée à plusieurs aides financières, notamment la DETR, une aide financière du conseil départemental et de la FEDE. Voilà, mais effectivement, on peut reprendre aussi que tous ces financements, c'est tout le monde qui met la main à la poche, tout ça, c'est l'éternel refrain. Donc voilà, c'est la continuité. Je te remercie Bernard de le signaler de temps en temps. Donc voilà, je n'ai rien ajouté. Je remercie simplement tout le monde d'avoir bien travaillé pour terminer ce dossier qui fut long et difficile pour des raisons simplement qu'il n'était pas pris en main, sauf sous la présidence de Jocelyn. Je remercie Jocelyn pour l'étroite collaboration que nous avons eue dans le domaine bâtiment infrastructure lors de notre mandature, on va dire comme ça. Voilà, je le dis devant tout le monde là. Merci de m'avoir donné la parole. La réponse, c'est pas une réponse parce qu'il n'a pas répondu à la question. Alors je ne veux pas faire de polémique, moi j'ai une question simple. Quel est le club résident qui occupe ces vestiaires? Donc il n'y a pas besoin d'un quart d'heure pour me dire si c'est Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac ou les Girondins de Bordeaux. Alors effectivement, ce sont des Girondins. Ils ne sont pas de Bordeaux, mais de Sainte-Croix-du-Mont et d'ailleurs. Mais ce sujet a été aussi évoqué, puisqu'il y a plein d'enfants qui viennent de toutes les communes de la CDC. Et voilà, mais tout ça, ça a déjà été évoqué, donc je ne me fais pas perroquer. Tout le monde avait bien compris ce dont il s'agissait. Effectivement, c'est le club de Sainte-Croix-du-Mont avec des enfants de tout le secteur. Et voilà, et c'était fléché favorable à, comment dirais-je, d'intérêt communautaire. Et voilà, et voilà, et voilà. Merci de la discussion. Moi j'ai reçu la fédération. On ne sait plus de remarques sur ce sujet. Je vais vous proposer de passer à mon vote. Qui contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, Madame Meunier, Monsieur Truffat, Dominique Faubé, Dominique Clavier, Lionel Cholon et Jean-Pierre Manceau. Merci beaucoup. Donc la délibération suivante concerne effectivement la classe. Oui, je fais le tableau des effectifs, mais vous allez voir qu'en fait, dans la réalité, c'est que régulariser les situations de postes existants qui étaient sous la forme contractuelle
qu'on intègre effectivement par la stagiarisation et la titularisation, puisqu'on arrive en fin de... où on ne peut plus renouveler, donc il faut que le poste soit créé. Il y avait également, alors ça c'était pour le premier poste, sur le deuxième poste, c'est le service d'accueil des services ménagers, hein, qui était sur la route de Brand, c'est ça. Hein. Voilà, c'était quelqu'un qui avait ce poste sur un emploi d'avenir, je crois, et qu'on va bien évidemment pérenniser à terme. Hein, voilà. Le troisième poste, enfin, il y a un poste donc, où il y avait une personne qui était sur le RAM. Elle a demandé donc à être affectée sur un poste administratif, et elle est partie effectivement avec son poste, enfin, sur le pôle administratif. Donc il faut que l'on crée sur le RAM un nouveau poste. Enfin, voilà. Et puis après il y avait après il y a par contre là c'en est un, c'est à la demande, c'est la commission sociale qui a demandé à ce que l'on crée un poste qui a pour vocation de s'occuper des logements sociaux, des portages de repas et de l'ensemble des activités déclinées à partir du pôle social. Donc je me réjouis toujours de votre lutte contre le gouvernement Macron, qui est de créer de l'emploi sur notre secteur territorial, voilà, contrairement, puisque la territoriale est très dénigrée, la fonction territoriale. Elle a montré son mécontentement hier, et donc je suis content que vous la souteniez en créant de nouveaux postes sur notre CDC. Et par contre, je trouve qu'il y a un peu de confusion, parce qu'on n'arrive plus à savoir quel est le fil conducteur de l'ensemble de cette gestion des ressources humaines et de ces emplois, puisque à chaque séance, vous nous demandez de valider ou des changements de service, de création de postes. C'est très bien pour les personnels. Par contre, je pense qu'on arrive au bout d'un an d'administration de notre nouvelle CDC. Je trouve dommage que la commission finance ne soit pas associée à ce travail de ressources humaines, puisque à la fin c'est des sous. Et moi je pense que ça est peut-être utile, ça se fait dans pas mal de collectivités, de proposer un audit social au bout d'un an de mandat pour voir où on va. Avant de laisser la parole à Jocelyn Doré, mais je pense qu'effectivement, ces postes ont été proposés en commission, effectivement, monsieur Cholon, donc je pense que vous avez eu les informations nécessaires par rapport à ça. Par rapport à l'organigramme, aujourd'hui, il n'est pas stabilisé. Il n'est pas stabilisé parce qu'effectivement, on est en convergence, une convergence effectivement de compétences, et croyez-moi que ce n'est pas une petite affaire. Je vous parlais tout à l'heure effectivement du manque de place que nous avons dans les locaux, mais ce travail au niveau des ressources humaines est un travail qui est assez long, et cette convergence va nous amener régulièrement à bouger effectivement des postes en privilégiant la mobilité interne, de telle manière à faire en sorte qu'on puisse arriver vers un organigramme stabilisé. L'important pour nous, si vous voulez, c'est de faire en sorte que l'ensemble des services puissent fonctionner dans de bonnes conditions, et que le service à la population soit réalisé. Je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui acté, et c'est aussi le fait, et ça on le verra au niveau du budget, de maîtriser bien entendu la masse salariale. Donc il y a aujourd'hui effectivement pas mal d'éléments. On peut éventuellement vous faire passer un organigramme qui sera encore un organigramme provisoire pour vous donner une idée, qui sera travaillé en commission, que vous travaillerez en commission, et à partir du moment où vous aurez travaillé en commission, on le fera passer à l'ensemble des conseillers communautaires, de telle manière que vous sachiez effectivement d'où on vient, là où on est et là où on va en termes d'organigramme, et ça Jocelyn Doré effectivement est en train de le réaliser. Oui, je crois que, pour reprendre les propos du président, et c'était une politique délibérément voulue par la collectivité, c'est-à-dire que dans le mouvement qui se crée, on voit les commissions font apparaître effectivement les postes nécessaires
pour nos bons fonctionnements, que ce soit à l'enfance, pôle social et les autres pôles, ordures ménagères. Bon, alors, et ces postes, on privilégie la mobilité interne. C'était une volonté de départ. Enfin, bon, je pense que ça participe positivement au climat social de la collectivité. Et donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de postes, effectivement, qui glissent comme ça. Mais, bien évidemment, après, apparaîtra les postes où il faudra qu'on recrute. Hein. Mais pour le moment, effectivement, on est dans cette démarche où on essaye de caler. Il y a les entretiens, parce qu'une mobilité interne, c'est réunir un jury, faire des entretiens, et puis affecter le poste. Hein. Voilà, donc, mais gardez bien en tête l'esprit dans lequel c'est fait, et c'est assez compliqué, puisqu'on est, je le rappelle, 190 agents sur la collectivité, sans compter au moment des saisonniers, on arrive à 230. Donc c'est quand même une collectivité, une entreprise, enfin si on prend le terme d'entreprise, assez considérable en matière de ressources humaines. Et donc ça ne se gère pas, c'est comme un bateau, hein, il faut anticiper très en avant pour donner les inflexions de la mise en place de la collectivité à longue version terme. Mais bon, voilà, là on sent qu'actuellement il y a une accélération. C'est pour ça qu'il y aura très probablement dans les conseils communautaires à venir, il y aura toujours des délibérations qui seront liées aux ressources humaines. Oui, juste avant de vous donner la parole, M. Manceau, je voulais dire aussi que nous sommes aussi soumis à des contraintes, hein, je suis particulièrement du contrat qui nous y avait la CAF, hein, et les exigences effectivement de la CAF, certains emplois ne sont financés qu'à partir du moment où on rentre effectivement dans les critères. Donc ça aussi c'est important. Sachez qu'au niveau de la petite enfance, il y a des contrats qui sont subventionnés par la CAF et qui sont subventionnés à 80%. Donc voilà, donc tout ça mis en place, mais je pense qu'effectivement au niveau de la commission des ressources humaines, pour ceux qui la suivent le plus régulièrement, effectivement, oui. Oui, la commission des ressources humaines se réunit trop souvent, je dis en moyenne en ce moment une fois par semaine. Oui. Voilà. Et elle regrette chaque fois qu'il n'y ait pas eu davantage d'élus, de délégués qui représentent la communauté de communes. Vraiment, on est très peu nombreux et c'est très lourd. Est-ce qu'on pourrait avoir un tableau complet des effectifs, s'il vous plaît? Je viens de vous le dire, M. Manceau. Non. Si, je viens de le dire. Il a été transmis, on vous le retransmettra. Pas stabilisé, mais je viens de le dire tout à l'heure qu'effectivement ça allait être transmis. Ça aurait été bien d'avoir le tableau. Vous l'aurez la prochaine fois. On a demandé effectivement, si vous m'aviez écouté tout à l'heure, j'ai demandé effectivement de le faire valider par la commission des ressources humaines pour pouvoir le transmettre à l'ensemble des conseillers communautaires. Je ne peux pas mieux faire. Vous l'avez reçu cette semaine, vous allez le valider et vous allez le transmettre à l'ensemble des conseillers. Mais vous faites partie de la commission ressources humaines, Jean-Pierre Manceau? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. Merci, Lionel Chelon, vous intervenir, franchement. Mais si vous voulez, je peux y aller à la commission ressources humaines. Il n'y a pas de problème, hein, monsieur Manceau. Mais c'est en lien, c'était une question que je vais mettre en question diverse, mais c'est en lien avec les ressources humaines, puisque j'en reviens à la commission enfance, j'avais souhaité qu'elle se réunisse, puisque en bureau des maires, les maires s'étaient engagés à ce qu'à partir du mois d'octobre, s'engage la discussion sur la rentrée scolaire 2018, de septembre 2018, avec, pour savoir si, pas pour savoir si, c'est avec un engagement pour de nombreux maires que l'école passerait à 4 jours à la rentrée de septembre 2018. Mais que cette discussion se préparerait à partir d'octobre. On est au mois d'octobre et on sait qu'il faut un certain temps pour tout mettre en place, que la décision prise aura des conséquences, soit, dans tous les cas, à la fois pour les communes et pour la communauté de communes, tant au niveau du personnel qu'au niveau des finances, qu'au niveau de l'organisation. Et donc, je réitère, mon souhait que la question soit vraiment débattue, puisqu'en commission enfance on n'a pas eu le temps d'en débattre. Quand est-ce qu'on va prendre la décision pour la rentrée 2018?
À chaque fois qu'on se voit avec mon collègue Jean-Marc Pelletan, on en parle. Mais... Vous n'êtes que deux. Ah non, non, mais enfin, on en parle avec nos commissions respectives. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a dit qu'on allait engager effectivement cette réflexion sur le terrain. Il fallait attendre les élections des parents d'élèves, qui vont avoir lieu maintenant, qui sont en cours. Dès que l'on aura, que les commissions, enfin les délégués de parents d'élèves seront en place, on va engager, on le sait, qu'on doit engager cette réflexion très rapidement. Donc les communes vont être rapidement sollicitées, les enseignants et les parents d'élèves pour effectivement avoir une visibilité pour, et faire un choix. On souhaite avoir cette visibilité pour la fin de l'année, pour la rentrée 2018. Mais je peux t'assurer qu'on y est attentif et dès que l'on peut activer ça, on le fait. Hein. Et les services enfance, je peux te dire, sont prêts à cette réflexion. Oui, en fait, c'est pas tout à fait juste. On l'a évoqué en commission. On l'a évoqué, et j'ai été clair, à la réunion des maires, je pense qu'il y avait beaucoup de maires qui étaient d'accord pour que ça s'arrête en 2018. Donc, on ne va pas débattre pendant des mois et des mois sur quelque chose. Il va y avoir les conseils d'école, et à partir de là, on pourra prendre une décision. On veut faire prendre une délibération, une décision. Et je pense qu'elle est déjà pratiquement actée, la décision. Voilà. Si je comprends bien, il y a un courrier qui va demander au conseil d'école de prendre une décision sur la rentrée 2018. Ça vous allez voir ça très consciencieusement en commission, M. Cholon. Ah non, mais parce que les conseils d'école, c'est bientôt là. Mais il y en aura d'autres conseils d'école. Si, puisque la CDC a empêché que ça se fasse à l'UPIAC. Donc ça veut dire que la CDC a un rôle quand même. Il y aura d'autres, effectivement, conseils d'école, et il y aura d'ici décembre, il y en a qu'un. Ouais, mais voilà, et bien ça, il actera. D'ici là, vous aurez le temps de travailler, M. Cholon, en commission, et de caler les choses avec Jean-Marc pas le temps, mais je vous fais confiance, totalement confiance sur ce côté. Voilà. Vous avez abordé une question diverse, moi je voulais aborder. On n'a pas délibéré sur les ressources humaines, oui, tout à fait. C'était la 11e. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Dominique Faubé. Merci beaucoup. En ce qui concerne effectivement les informations, vous avez tous dû recevoir le rapport sur le prix et la qualité du service public du SICTOM. Et je vous informe dans un second temps du lancement d'une consultation pour le marché des assurances de notre collectivité. Je crois que c'est important, il faut le faire régulièrement. Et en ce qui concerne effectivement l'adhésion de Cardan et d'Escoussan, la majorité qualifiée est atteinte, donc ces deux communes nous rejoindront à partir du 1er janvier 2018. Voilà. Mais je vous remercie. Si vous voulez poser des questions diverses, allez-y. Oui, je voulais poser une question, et même je vais rejoindre un petit peu M. Cholon là sur le fait qu'on soit un peu pressé à chaque fois sur la réflexion sur le travail, notamment sur le contrat de ruralité, où on a reçu à peu près, un peu moins de 10 jours avant le tableau opérationnel, alors qu'on en parle depuis un petit moment, je crois. Ceci a été rattrapé, certes, pour qu'on puisse, mais bon, 10 jours c'est un peu court pour pouvoir délibérer ensemble au niveau du conseil municipal, monter les projets, budgétiser les projets, et donc voilà. Donc c'est pour ça que vous l'avez pas reçu au départ et que vous l'avez eu, je pense, hier ou avant-hier, parce que M. Boutineau est revenu vers nous. Il y a une sollicitation du PETR et du pays, donc je parle des deux côtés de la Garonne, puisque c'est concerné, qui date d'il y a plus de 6 mois, vous avez été sollicité. Nous n'avons pas le tableau opérationnel, je ne crois pas. Comment? Nous n'avons pas le tableau opérationnel.
Non, mais il y avait une demande de remontée de dossiers, peu importe que ce soit dans le tableau. Après, ça n'a pas été travaillé, on peut commencer à cogiter sur les projets, ce qui a été fait. Je vous ai sollicité début septembre pour un retour le 19 ou le 20 septembre, il me semble. C'était le 29 septembre, mais nous avons reçu un mail. Écoutez, M. Truffard, j'ai ma réponse. Je l'ai sollicité début septembre, tous par mail, toutes les mairies ont reçu, donc vous pouvez vérifier. Début septembre, le tableau, pour un retour au 19 septembre. N'ayant que peu de retours, j'ai relancé la semaine dernière pour redemander en disant j'ai eu tel retour, est-ce que je me suis trompé, est-ce qu'il y a des mails qui se sont perdus? Auquel cas, faites-moi savoir si... voilà. Ce que j'ai Et donc, spécifié. ce que vous avez, effectivement, j'ai reçu le mail de Budos. C'est un travail qui est engagé depuis 6 mois, donc à un moment, il y a une date butoir, il faut s'arrêter. Si les communes ne souhaitent oui, pas mais répondre, les outils je ne peux pas leur forcer. Si vous voulez, c'est un peu compliqué sur ce genre de... C'est le même travail qui a été fait sur le CTU. Sur ce genre... C'est les mêmes dossiers. Sur ce genre... Je ne suis pas en train de vous incriminer, mais je suis en train de dire que ce genre de projet, à mon avis, il y a, comme vous dites, 6 mois de travail et il faut un outil opérationnel 6 mois avant, pas un mois avant. Non, mais vous avez... Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Vous avez été destinataire du dossier, effectivement, il y a eu des rappels. Bon, dans ce qu'il faut surtout expliquer, qu'effectivement, il y a eu des rappels. Je peux me permettre. Donc ces rappels-là, là, effectivement, vous en avez eu un il y a 10 jours, ce qui est tout à fait normal. Mais quelque part, voilà, c'était quelque part, comme nous dit Benoît, c'était une session de rattrapage, mais bon, c'est pas un souci. On s'est peut-être pas forcément bien compris, monsieur Truffard. Mais voilà, je crois qu'à un moment donné, ce processus, il dure depuis quand même un petit moment. Là aussi, il faut peut-être aussi remonter, revenir effectivement dans la communauté de communes, voir effectivement avec les services. Et je crois que vous serez effectivement tout à fait bien reçu par rapport à ça, si vous avez des inquiétudes, des interrogations par rapport à des dossiers bien précis. Et ça, c'est effectivement, vous êtes chez vous, effectivement, à la communauté de communes, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, j'hésiterai pas si je... Voilà, n'hésitez pas. Je vais pas, voilà. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas. Je vais prendre les temps pour moi, parce que c'est pas mais voilà, j'avais un deuxième sujet par rapport à l'intervention des services sur les communes. Je pense que ça a été corrigé par la suite. Il serait intéressant quand même que les services de la CDC qui interviennent sur les communes puissent prévenir les mairies au départ pour être accueillis, notamment par les gens de terrain qui vont pouvoir peut-être éviter des erreurs. Ce qui n'a pas été fait au départ sur notamment la commune de Budos. Et c'est quelque chose qui nous a interrogés quand même, puisqu'on malgré notre grand territoire, il est important de garder la spécificité, la singularité de chacune des communes. Et notamment le savoir-faire et le savoir sur le territoire, sur la commune, des personnes qui y appartiennent. Voilà, c'était juste pour demander cette courtoisie, en tout cas au service, par rapport aux communes. Quel service, si c'est possible? Alors, je n'ai pas un exemple précis, peut-être que monsieur le maire en a un. Il en a pas. Hein? Si vous avez un... Non, mais attendez, c'est pas un souci. Je crois que c'était pour un zonage, ça. Oui, c'est pour un arrêté d'alignement. J'ai demandé un arrêté d'alignement et on est venu le faire sans me prévenir. Ah. Bon, et moi j'ai demandé un arrêté d'alignement, même deux. J'ai reçu l'arrêté. Moi, j'aime bien aller sur le terrain avec la personne. Et la personne qui est revenue, après, je lui ai expliqué. Bon, il m'a dit, j'avais même téléphoné à Mme Bourgeois pour lui dire que je n'étais pas content qu'elle intervienne sur ma commune. Si on n'avertit pas le maire, on ne sert plus à rien, quoi. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'aime bien être averti quand la CDC intervient sur quelque chose sur la commune. Voilà, c'est tout. Et je crois que ça a été compris par les services. Il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci maintenant si ça se passe comme ça. Il risque d'y en avoir un si vous revenez et qu'on ne prévient pas la mairie. Si on me prévient, moi, et que je ne suis pas là, moi je vais envoyer un adjoint, je vais envoyer un élu. S'il n'y a personne, je serai averti. Mais là, on est venu sur la commune, je reçois un arrêté où je ne comprends rien du tout. Moi, j'aime bien voir sur le terrain. Budos, c'est moi le patron. C'est tout, c'est pas vous, c'est moi. Et quand vous venez, la porte est ouverte, mais je vais être informé, c'est tout. Merci Mathieu. Non, mais il le sait, oui, il le sait. Mais bon, c'est réglé, j'avais téléphoné à Mme Bourgeois, et après j'ai eu Mme Brilla, je lui ai expliqué aussi, et j'ai eu le monsieur qui est revenu me faire un arrêté d'alignement la semaine dernière, et je lui ai expliqué, mais il m'a dit vous avez raison. Et je crois que tout le monde ici comprend ma position, enfin je pense. Puis c'est pas obligé, si on ne me comprend pas, c'est pareil. À Budos, c'est comme ça.
Bon. Dominique. Je vais renchérir sur Rémi, c'était pas pour ça que je voulais prendre la parole. Ça a l'air de faire rire tout le monde, mais je crois quand même que les services auraient intérêt à prévenir les mairies quand ils interviennent. Je prends un exemple, le fauchage des accotements. On sait rarement quand c'est fait, on ne sait pas quand ils arrivent, on ne sait pas le temps qu'ils restent. De temps en temps, on voit les tracteurs stationner une journée, il n'y a personne. Bon, un état dans l'état, j'appelle ça. Bon, moi je ne suis pas susceptible, mais je pense qu'un minimum d'informations serait le bienvenu. C'est tout. J'ai un calendrier d'intervention là-dessus. Je vérifierai s'il a, bien été envoyé. Oui. Ce calendrier d'intervention, je vérifierai quand même. Et s'il n'a pas été envoyé à Maître Pujol, et c'est pas la première fois qu'on n'a pas la date d'intervention, on ne sait pas si ça dure 2 jours, on les voit passer. Il y a un calendrier qui est prévu, monsieur Absal. Oui, ça a été envoyé, les dates ont Alors, été envoyées. bon, je ferme la parenthèse, mais sur le fond, Élie il a raison. Moi j'ai eu un calendrier d'intervention sur la commune de Provençal, qui sont intervenus effectivement, et j'ai pas eu de souci particulier. Ah non, mais moi j'ai pas de souci, je les laisse faire. Ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, et derrière je passe ce qui me va faire, ce qui me va pas. Donc c'est pas un souci. Mais juste sur le fond, je pense qu'il a raison. Si je peux revenir là-dessus. Je peux pas. Non, juste, on a beaucoup parlé là, pendant ce conseil de patrimoine. Je constate qu'on a beaucoup de locaux dans lesquels sont installés nos services, et nos services sont un peu émiettés sur le territoire, à divers endroits, dans des locaux qui sont en location, dans des locaux qui sont en propre, dans des locaux dans lesquels il faudra faire des travaux, dans des locaux qui sont peut-être pas adaptés. Je me pose la question s'il ne serait pas pertinent à 3 ou 5 ans de commencer à travailler sur la construction d'un siège, parce que je pense qu'on va avoir du mal à avoir une cohérence de service, on va avoir du mal à faire des économies d'échelle, et on a aussi une lisibilité pour nos administrés qui n'est pas fondamentale. Voilà. C'est une réflexion qu'on peut mener, effectivement. Vous savez qu'on a déjà... Je veux dire, il n'y a pas d'urgence, mais je pense que ça finira comme ça. Mais je rebondis sur cette proposition. On a commencé à faire de l'achat autour du siège de la communauté, de telle manière à regrouper un petit peu effectivement tous les services. C'est vrai que c'est aujourd'hui assez compliqué et assez pesant d'avoir effectivement une multisite, et ça je te rejoins parfaitement par rapport à ça. C'est une réflexion, mais une réflexion, voilà, 3 à 5 ans, parce que aujourd'hui la lisibilité financière, le désengagement de l'État ne nous permet pas quelque part d'avoir effectivement ce que j'appellerais moi les coudées beaucoup plus franches que ça par rapport à... Voilà. Donc on a effectivement une réflexion à mener, comme ça je suis persuadé. Et moi un dernier point, s'il n'y en a pas d'autre derrière. Mais bien sûr. La séance précédente, j'avais été étonné qu'aucun élu, notamment les conseillers départementaux, ne donne écho au courrier de M. Glaise, le président du conseil départemental, par rapport au courrier qu'il avait envoyé au président de la République pour dénoncer la baisse des dotations aux collectivités et aussi la suppression des contrats aidés. Et donc, vous aviez dit qu'on voterait une motion aujourd'hui. Bon, elle n'est pas à l'ordre du jour, c'était dommage. Donc je vous dis que ce serait bien que la prochaine fois, on puisse le faire. Et vous auriez pu aussi aujourd'hui, puisque toutes les mairies l'ont reçu, parler de la lettre que cette fois-ci M. Glaise a envoyée au président concernant le logement social. Il fait un long courrier très intéressant, co-signé par tous les présidents de départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et je pense que ça aurait été bien que notre conseil communautaire appuie l'action du président du département. Voilà. Et en lien juste avec ça, en question économique, on a abordé les zones artisanales communales, et on a eu écho de la discussion concernant le déplacement de la gendarmerie sur la zone artisanale de Rions. Donc je voudrais savoir si Monsieur le Président ou Monsieur Doré quelle est leur position sur ce projet. Moi je ne suis pas informé. Je n'ai pas été informé par la mairie de Rions, et vous me l'apprenez ce soir, Monsieur Cholon. Voilà.
C'est tout à fait informel d'ailleurs, hein. C'est pas du tout quelque chose qui est... Moi, je ne sais pas ce qui... officiel. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, non, mais c'est... Non, non, ça a été abordé, ça a fait l'objet d'une discussion sur éventuellement le déménagement de la gendarmerie, puisque les locaux apparemment ne sont plus adaptés, en regroupement de gendarmerie de différentes communes, mais ce qui a été abordé en conseil municipal, enfin je ne sais pas qui vous a transmis ces informations, mais ça a été une discussion tout à fait informelle sur l'éventualité d'un positionnement de la commune d'Orion pour cela, mais pas du tout, il n'y a aucune prévision, rien d'officiel, on ne sait même pas s'il va y avoir un regroupement de gendarmerie, enfin, méfiez-vous des informations informelles comme ça. D'accord. Donc je pense qu'effectivement, c'est un sujet sensible. Merci de nous donner l'information. S'il doit y avoir une délibération au niveau de Rion, bon, j'espère qu'effectivement Jean-Michel Bernard l'informera. Il a entendu qu'il ne met pas ça à l'ordre du jour. Hein, d'accord. Monsieur Kérens, oui. Je ne sais pas si vous êtes élu à Rion, mais moi j'ai sous les yeux la délibération de la mairie de Rion, ce qui a été envoyé au service urbanisme concernant une réservation à l'intérieur du zonage 1 à Y du PLU de Rion. C'est une zone pour les constructions et l'équipement d'intérêt collectif. Un positionnement dans l'éventualité où... Voilà. Suite aux échanges, je vous lis juste le début. Suite aux échanges avec les services de gendarmerie qui sont intéressés par un groupement de casernes de Cadillac-Gaudensac, la municipalité envisage des constructions et équipements d'intérêt collectif sur l'emplacement direct. Voilà, c'est la seule précision, mais il y a bien eu une délibération d'intention. Ça s'appelle un positionnement. Voilà. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec une délibération, il n'y a pas eu de vote. À l'unanimité, le Conseil décide de réserver à l'intérieur du zonage le PLU pour une construction d'équipements d'intérêt collectif. Voilà. Je profite, tant que j'ai la parole, Monsieur le Président, je voudrais juste rappeler aux communes qui n'ont pas encore délibéré concernant leurs élus référents pour le PLUI qu'il serait quand même urgent, là aussi c'est un petit rappel, de nous donner ces trois élus de manière à ce qu'on puisse démarrer rapidement le travail. C'est gentil à vous de le faire le plus rapidement possible. Merci. Bon. Cette fois-ci, je vous remercie.